artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. Trouvez-vous que les jeunes d'aujourd'hui sont moins agréables à côtoyer? Sont-ils plus difficiles à intégrer au marché du travail? Peut-être que vous n'êtes pas complètement fou. Il y a une étude qui a été publiée dans le Financial Times où on apprend que statistiquement, les jeunes, depuis quelques années, surtout les 16 à 39 ans, sont moins rigoureux, moins agréables, moins extravertis et plus neurotiques. Rien de moins. J'en parle avec Camille Francoeur-Marquis, qui est psychologue organisationnelle. Bonjour Camille. Allô Francis. Bonjour, merci d'être avec nous. Peut-être déjà, en tant que psychologue organisationnel, peux-tu juste nous démystifier un petit peu là, ces différentes dimensions-là que je viens de nommer? À quoi est-ce que ça correspond exactement? Comment est-ce qu'on analyse et comment est-ce qu'on en arrive à cette conclusion-là? Oui, en fait, c'est les cinq grands traits de la personnalité là, qui ont été étudiés il y a, j'ai envie de dire, de nombreuses années. Puis les cinq grands traits de la personnalité, il y en a quatre dans l'étude, il y en a un cinquième qui fait pas partie de l'étude. Donc, tout ce qui est le caractère consciencieux, qui est effectivement la rigueur, l'attention aux détails, le fait d'aimer être dans un environnement qui est structureux, la capacité d'organisation. Tout ce qui est le névrotisme, ça c'est beaucoup tout ce qui est l'anxiété, la stabilité émotionnelle. Donc parfois quand on parle de stabilité émotionnelle, ça nous parle un petit peu plus que le névrotisme qui peut paraître un peu extrême, mais c'est à l'opposé. De ceux qui étaient pas dans l'étude, qui est l'ouverture, donc l'ouverture à des nouvelles expériences, l'ouverture d'esprit, puis agréabilité aussi là, qui est un petit peu toute la portion de collaboration, d'aimer être en relation avec les autres, la notion d'empathie va pouvoir en faire partie. Puis finalement, le dernier, qui est l'extraversion, qui est vraiment d'aimer faire des sorties, aller en contact avec les autres, rencontrer des nouvelles personnes, des gens qui aiment s'exprimer en public, ce type de choses, par exemple. Et donc il y a toujours plusieurs morceaux là, qui sont inclus dans les cinq grands traits, finalement. Et donc, ce qu'on constate, c'est que depuis 10 ans, là, puis on peut peut-être commencer, moi, celui qui m'a le plus frappé, puis celui où l'évolution est vraiment très rapide, là, c'est l'aspect consciencieux, là, être rigoureux au travail, être attentif aux détails. On observe là, depuis 10 ans, dans la population des 16-39 ans, là, une détérioration très, très forte de ce marqueur psychologique-là, où on était plus ou moins à la moyenne là, par rapport au reste de la société. Et il y a vraiment eu un effondrement là, très rapide. Comment est-ce qu'on explique là, que encore une fois, dans l'agrégat, là, une génération entière se retrouve avec des marqueurs psychologiques aussi différents sur une période aussi courte? Mais c'est sûr que l'explication est pas, puis ça le dit un petit peu dans l'article, là, peut avoir plein d'hypothèses qui vont venir expliquer cette diminution. Tu sais, effectivement, toute l'arrivée des technologies, le fait qu'on est toujours en mode d'être en surstimulation, on a notre téléphone, un ordinateur, la télé. On est habitué avec des cours vidéo de type TikTok, tout ce genre de choses peut faire qu'on est moins habitué de se concentrer sur une seule chose. C'est sûr aussi, en fait, c'était une suite d'une autre étude qui avait été publiée en 2022 puis qui se demandait l'impact que la pandémie avait pu avoir aussi sur l'évolution de la personnalité. Puis, ce qu'on a montré, c'est que jusqu'à à peu près la mi-vingtaine, si je peux dire, la personnalité est très plus malléable. Disons, à partir de la mi-vingtaine, souvent, c'est un petit peu plus stable. Donc, c'est sûr que des événements marquants comme la pandémie où on était encore plus via les technologies, ça a pu avoir un impact peut-être encore plus grand chez les jeunes générations que ça pouvait l'avoir dans les autres, pouvant être une autre hypothèse qui expliquerait la diminution. Mais c'est sûr d'aller faire, j'ai envie de dire, des recherches additionnelles pour venir voir qu'est-ce qui explique cette diminution qui est assez frappante, effectivement, quand on regarde le graphique, là. Puis aussi, c'est une population américaine. Si on reproduisait cette étude-là au Canada, en Europe, est-ce qu'on observerait le même déclin? Ce serait intéressant d'aller regarder ça. Oui, aussi, tout à fait. Puis c'est vrai, puis c'est intéressant peut-être sur une des 4 dimensions là, de l'étude, la dimension de l'extroversion versus introversion. Les 3 autres qui sont documentées, bon, l'évolution est plus ou moins constante. Là, ça ressemble à une ligne un peu droite, soit à la baisse, soit à la hausse. Mais dans le cas de l'extroversion, ce qu'on constate, là, c'est qu'il y a vraiment 20-20 est comme un moment charnière. Hein? Puis ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup des jeunes qui
lors de la pandémie, là, à partir de 2020, étaient dans la moyenne, puis soudainement se retrouvent beaucoup plus introvertis. Tu le dis, Camille, c'est plus malléable quand on est plus jeune. J'avais quand même le sentiment, puis je veux dire, je me prends, je ne suis que un échantillon de un, mais j'ai toujours été extroverti. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis très jeune. Ça peut encore changer rendu à l'âge adulte, comment dire, notre appréhension là, du réel, notre introversion ou extroversion. Est-ce que c'est fréquent de voir des gens qui passent de l'un à l'autre comme ça, passer 20 ans, là, par exemple? Ben, tu passeras pas d'un extrême à l'autre, là. Quelqu'un de super extraverti, du jour au lendemain, ne deviendra pas complètement introverti, et même chose pour le contraire. C'est sûr que notre cerveau continue d'être malléable, là. Donc on peut continuer de bouger un petit peu sur le continuum, tout dépendant des expériences de vie qu'on peut avoir. Puis ce qui a montré aussi, c'est des événements de vie marquants. La pandémie en est un, mais avoir un enfant peut en être un autre, une maladie grave, un décès, il y a toutes sortes de choses qui sont des événements de vie qui peuvent venir faire un petit peu plus bouger certains éléments de la personnalité. Mais comme je dis, c'est pas parce que tu as un enfant puis t'étais avant introverti que tout d'un coup tu deviens extraverti. Là, on verra jamais des changements aussi marquants que ça non plus. Il se dégage quand même de l'ensemble de ces facteurs-là un drôle de sentiment pour moi, puis évidemment, comme quelqu'un qui côtoie des plus jeunes et tout, bon, je le disais en rafale en début de rencontre, là, donc des jeunes qui sont peut-être un peu moins rigoureux, un peu plus neurotiques, là, c'est-à-dire peut-être anxieux, là, je sais pas si c'est une analogie, un peu moins agréable, un peu plus introverti, dans le milieu du travail, qui est quand même ton expertise, Camille, ça a quand même des conséquences, là, ces traits-là. Un jeune qui arrive dans un milieu professionnel aujourd'hui avec des traits comme ceux-là, puis encore une fois, ce sont des moyennes, mais va avoir peut-être un peu plus de difficulté à s'intégrer là, à un milieu social comme celui d'un emploi où il doit côtoyer d'autres collègues, être rigoureux, être agréable, être calme. Comment est-ce que, justement, les gestionnaires, les entrepreneurs, les autres collègues peut-être plus âgés doivent réagir ou doivent se comporter face à cette jeune génération qui a des traits psychologiques très différents? Ben, il y a différents éléments. Tu sais, souvent, on a tendance à mettre beaucoup d'accent sur la différence d'une nouvelle génération. Puis oui, les données montrent évidemment des différences en termes de personnalité, mais ça reste que souvent, il y a plus de différences entre les humains d'une même génération que entre les différentes générations. Tu sais, donc, premièrement, un gestionnaire, sa capacité de s'adapter à ses employés est extrêmement importante. Donc, c'est sur la capacité d'adapter la façon dont il va coacher la personne. La personne a un petit peu plus de difficulté à faire une attention au détail, à faire des suivis rigoureux, ben de voir comment l'accompagner. Parce qu'à un moment donné, le milieu du travail va probablement changer. On s'entend, plus que des nouvelles générations, on voit le milieu de travail qui change aussi. Mais après, on continue d'avoir des livrables, d'avoir des échéanciers, d'avoir ça. Je pense pas qu'on va un jour s'en sortir complètement. Donc, il y a beaucoup de coaching, d'accompagnement, d'essayer de voir aussi c'est quoi les forces de la personne. Parce que bien qu'on peut voir, bon, peut-être tous les traits plus qu'on associe plus positifs au milieu du travail, on voit un déclin, ça peut être inquiétant, mais les nouvelles générations de l'autre côté ont aussi plein de forces sur lesquelles on peut miser. Donc pour moi, il y a beaucoup un élément d'aller voir, mais c'est quoi les forces de l'individu, puis après ça, comment est-ce que je peux l'accompagner pour s'assurer qu'il puisse aussi finalement performer puis répondre à certains standards dans l'organisation, tout en sachant qu'ils vont changer. Donc, il n'y a jamais de stabilité complète en milieu du travail. Le milieu du travail va s'adapter lui-même. J'avais pas vu ça comme ça. Je suis avec Fred Bastien en studio. Fred, qu'est-ce que tu as à dire sur tout ça? Oui, bonjour, Mme Francoeur-Marquier. On a des auditeurs, des gens qui nous regardent, qui nous écrivent, là, puis notamment, on pose beaucoup la question de l'école. Moi, je pense que la démonstration était assez éloquente avec 2020. Là, on le voyait que ça avait eu un gros changement. Bon, est-ce qu'on peut aider ces jeunes-là déjà dès le processus scolaire? Sinon, les parents, l'entourage, comment on peut aider ces jeunes-là? Ben, tu sais, c'est sûr que on peut faire toutes sortes de choses, tu sais, notamment, bon, j'embarquerai pas sur tout le côté politique de Legault d'interdire les téléphones dans les écoles, mais ça reste que, premièrement, d'apprendre à se concentrer sur une seule chose, d'essayer de limiter parfois la surstimulation, d'apprendre des techniques pour se réguler émotionnellement. Il y a beaucoup de choses qui se font de la jeune enfance. J'ai un garçon de 3 ans à la maison, puis apprendre la régulation émotionnelle, ça commence jeune. Donc, il y a beaucoup de choses que, oui, les parents peuvent faire, que l'école va pouvoir faire aussi.
Puis après ça, des fois, il y a des tendances très, très fortes qu'on peut pas non plus couper complètement. Puis c'est essayer de voir les forces, les éléments positifs qui peuvent en ressortir aussi. Je serais curieuse de voir l'ouverture aux nouvelles expériences. Peut-être qu'on va la voir monter tranquillement dans des nouvelles générations, par exemple. Ce serait intéressant d'aller regarder tout ça. Mais oui, c'est sûr que l'école va avoir un rôle important à jouer. Les parents aussi ont un rôle à jouer. Faire attention à l'hyperstimulation, on en entend énormément parler, autant dans les écoles qu'à la maison, l'importance des écrans, de savoir se concentrer sur une seule chose pendant une certaine période de temps, va développer certaines, j'ai envie de dire, habiletés cognitives aussi, si on peut dire ça comme ça. Se concentrer sur une seule chose, comme écouter une émission de radio de 15h à 18h tous les jours. Voilà. En voilà un très bon exemple. Camille Francoeur-Marquis, je rappelle que vous êtes psychologue organisationnel. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, Francis. Bye.